La pandémie de coronavirus est un problème sanitaire et médical. Elle pose aussi de nombreuses questions politiques. Le rôle et l'attitude des élus, des responsables politiques, comme on dit, suscitent un peu partout des critiques. Ils n'en font pas assez, ou ils en font trop, ils ne nous disent pas vraiment ce qu'il faut faire. Accusés de laxisme ou d'autoritarisme, les responsables politiques, à la différence des médecins et des scientifiques, doivent trouver une solution sociale à la crise, du moins c'est l'aspect pratique de leur fonction. Cependant, leurs comportements ont aussi une dimension symbolique, comme nous le constatons dans cette situation de pandémie. Qu'est-ce que nous attendons de celles et de ceux qui nous représentent? Qu'ils soient proches de nous, de notre souffrance, de nos inquiétudes, ou qu'ils soient au-dessus de nous et qu'ils gardent leur sang-froid? S'ils sont comme nous exposés au virus, ils risquent d'attraper la maladie. S'ils sont exceptionnels, ils doivent prendre leur distance plus que les autres, car en se protégeant, ils nous protègent. Pour réfléchir à cette ambivalence, je vais prendre l'exemple de Montaigne, lors de l'épidémie de peste qui toucha la France en 1585. On oublie souvent que l'auteur des fameux essais, ce chef-d'œuvre de la philosophie et de la littérature, assuma aussi des fonctions politiques. Il fut notamment maire de Bordeaux pendant 4 ans. Or, au moment de l'épidémie, Montaigne, au lieu de rester dans sa ville, préféra la fuir et se tenir à distance de son château, situé à une 60aine de kilomètres de Bordeaux. Cet épisode aujourd'hui nous choque et nous y voyons de la lâcheté, un manque évident de responsabilité. Imaginons un peu le maire de New York, Bill de Blasio, en pleine épidémie de coronavirus, s'enfuir vers Long Island, dans les Hamptons, ou bien Anne Hidalgo, la maire de Paris, s'installer sur l'île de Ré, pendant que les hôpitaux parisiens sont submergés. Non, nous ne pourrions pas l'accepter. Mais plutôt que de juger, sans doute de manière anachronique, essayons de comprendre l'attitude de Montaigne. Rappelons d'abord et avant tout la situation historique et politique. Cette charge de maire de Bordeaux, Montaigne ne l'avait pas vraiment convoitée et ce sont les jurats, c'est-à-dire les magistrats de la ville, qui la lui ont proposée. Il était en Italie, près de Lucca, lorsqu'il reçut cette proposition qu'il déclina d'abord. Puis, sommé d'accepter par le roi Henri III, Montaigne obtempéra. Cela dit, il dut bien prendre goût à cette fonction de maire puisqu'il accepta un deuxième mandat de 2 ans. Et dans ses essais, il observe, avec une certaine fierté, que cette reconduction fut très rare dans l'histoire politique. Mais pour décrire ses débuts dans la fonction, Montaigne souligne tout ce qui lui manquait pour être un bon politique. Il se décrit, je cite, « sans mémoire, sans vigilance, sans expérience et sans vigueur, sans haine aussi, sans ambition, sans avarice et sans violence. » On fait mieux en effet pour se lancer dans la politique. Cependant, nous ne sommes pas obligés de prendre pour argent comptant ce qu'il dit lui-même. Il affirme d'ailleurs un peu trop pour que nous n'éprouvions pas quelques soupçons. Montaigne a assumé plusieurs charges, diplomatiques notamment, et il connaît son affaire. Ce qu'il tente de dire après coup, c'est qu'il a dû composer. Gouverner, c'est d'abord analyser les choses comme elles sont, et non pas vouloir les plier à ce qu'on voudrait qu'elles deviennent. Montaigne comparait les sociétés à des sacs où s'entassent les humains. À l'inverse, certains philosophes ou tyrans veulent que les sociétés aient des formes de triangles, de carrés ou de ronds. Mais la meilleure des sociétés n'est pas celle où les citoyens se plient à des formes géométriques parfaites. C'est bien plutôt celle où ils trouvent leur place, avec leurs dimensions imparfaites, leurs différences, et dont le regroupement produit une forme un peu moche, et même quelque chose d'informe, mais dans lequel chacun s'est arrangé sans trop se soumettre à la géométrie politique. L'historiographie a retenu que Montaigne, politique, était un conservateur, et ce mot est rarement un compliment, car les progressistes ont toujours le beau jeu. Cependant, le conservatisme de Montaigne est surtout un réalisme. Cet homme extraordinairement moderne pour son époque, dont les idées sont les plus novatrices, au XVIe siècle et encore aujourd'hui, dans de nombreux domaines, cet homme, donc, ne cherche pas à conserver une quelconque tradition. Il veut plutôt gouverner pour le mieux, ou plutôt pour le moins mal, car le réel de la politique est fait d'intérêt, d'égoïsme, de violence. N'oublions pas que cette période de la deuxième moitié du XVIe siècle est marquée par les guerres de religion et les massacres. Le maire d'une ville, comme tout responsable politique, doit préserver la paix et se méfier des hommes hargneux et empestés. Je cite Montaigne, qui écrit qu'il fuit les complexions tristes et les empestés, car la peste est aussi dans les esprits. Bien gouverner, selon Montaigne, c'est d'abord se méfier des passions, celles des autres et les siennes. La vertu consiste à rester froid, distant, à ne pas trop s'engager, à ne pas trop prendre parti, ne pas se laisser emporter par les sentiments irrationnels. Mais alors, comment Montaigne pourrait-il justifier son attitude au moment de la peste qui a envahi la ville de Bordeaux?
Montaigne s'en va, il s'enfuit, comme les gens qui aujourd'hui sont partis dans leur résidence secondaire, loin des villes, pour échapper au coronavirus, il a fui pour se mettre à l'abri dans son château. Mais lui, il avait la charge de ses administrés, et il a choisi de ne plus rien gérer pour sauver sa peau. Bref, a-t-il cédé à une passion, bien mauvaise conseillère, la peur? Venons-en à la question morale dans le comportement de Montaigne. Écoutons comment il se justifie de ne pas pouvoir assister au conseil de la ville. C'est dans une lettre au Jurat de Bordeaux, le 30 juillet 1585, qu'il leur demande si cette réunion vaut vraiment la peine, je cite, « que je me hasarde d'aller en la ville, vu le mauvais état dans lequel elle est, notamment pour des gens qui viennent d'un si bon air comme je fais. Je m'approcherai mercredi le plus près de vous que je pourrai à Feuillas, si le mal n'y est arrivé. » On sait qu'il n'y est pas allé. De fait, Montaigne est à la fin de son mandat et il n'éprouve plus le besoin d'entrer dans une ville dangereuse dévastée par la peste. Cependant, il était déjà reparti dans le Périgord pendant l'été, puis à Libourne, alors même qu'un Jurat, resté lui à Bordeaux, lui écrivait que les gens du peuple y tombaient comme des mouches. Toujours contre Montaigne, certains ont observé que la désertion du maire risquait d'exposer aussi la ville à des attaques ennemies. Quelques années plus tard, Montaigne fait le bilan de son action à la mairie. Ses commentaires paraîtront en 1588 dans le 3e livre des Essais et le chapitre intitulé « De ménager sa volonté ». Il n'y évoque pas l'épisode de la peste à Bordeaux ni sa fuite. Il déplace plutôt la question politique sur un terrain moral. Il s'agit de définir non pas le bon gouvernement, mais la bonne personnalité politique. Au début de son essai, Montaigne édicte une maxime morale. Il se faut prêter à autrui et ne se donner qu'à soi-même. La formule semble justifier l'égoïsme, mais en fait, elle suggère que s'occuper de soi-même est la plus compliquée des tâches. D'abord parce qu'on ne sait jamais vraiment qui on est soi-même, vu qu'on est sans cesse tiraillé par 1000 tendances contradictoires, et qu'on est emporté dans une métamorphose perpétuelle du monde et de soi. Cette formule donc souligne plutôt la division du soi que la préservation d'un moi comme un château fort. Du coup, l'auteur des Essais peut affirmer, je cite, « Le maire et Montaigne ont toujours été deux, d'une séparation bien claire. » Mais comprenons bien que le sujet Montaigne, distinct du maire de Bordeaux, est aussi une entité problématique, ce n'est pas le vrai moi. C'est un nom de lieu devenu un nom de personne. Mais être maire alors, de manière distincte, c'est tenir un rôle sans faire corps avec la fonction. Le corps du maire est mortel, faillible, et il est étanche. Il ne peut incorporer le corps politique, le corps du peuple, car il n'a pas l'autorité symbolique d'un roi. Sa charge est temporaire, contractuelle, à la différence de celle du roi et de son double corps, d'une part mortel, d'autre part immortel et divin. La politique de Montaigne est modeste. Elle ne fonctionne pas sur le principe de l'incarnation, ni même sur celui de l'incorporation. Il ne s'engage pas à s'identifier corps et âme au peuple, ni même à la cité. Son corps propre reste à part du corps symbolique. C'est pourquoi Montaigne peut dire, je cite, « Si quelquefois on m'a poussé au maniement d'affaires étrangères, j'ai promis de les prendre en main, non pas aux poumons et au foie, de m'en charger, non de les incorporer. » Fin de citation. En main. Il prend, il manie, il manipule même lorsqu'il fait de la politique, mais il n'incorpore pas. Il ne s'en inspire pas et laisse ses poumons intacts. Il respire un autre air, et ce d'autant qu'il trouve l'air de son château bien meilleur que celui de la ville. Il ne prend pas non plus la politique dans son foie, car il ne veut pas se faire de la bile. Il a déjà bien assez à faire avec ses coliques néphrétiques, ses calculs biliaires, ce qu'on appelait à l'époque la maladie de la pierre. Nulle surprise alors que Montaigne n'ait pas voulu prendre le risque d'attraper la peste. Il n'a pas exposé son corps à l'infection qu'aurait entraîné un engagement politique total et fusionnel. Il s'est protégé. Aurait-il dû risquer d'être contaminé pour qu'on l'admire? Et s'il l'avait fait? Et s'il avait attrapé la peste? Et s'il était mort? Aurait-il été un meilleur homme politique? Il aurait été plutôt du côté du sacrifice, du martyre et de la sainteté, ce qui n'est pas du ressort de la politique. Qu'attendre alors d'un responsable politique? Nous admettons parfois qu'un responsable ait l'obligation de se protéger et bénéficie d'une sécurité exceptionnelle. Par exemple, lors d'une attaque militaire, nucléaire,
Les présidents sont placés dans des abris atomiques, pendant que les autres se font tuer. Et pour revenir à la situation actuelle de pandémie, n'éprouvons-nous pas, à contrario, un sentiment contradictoire si un maire, une députée, une ministre, voire le Premier ministre, est contaminé par le virus? Nous leur reprochons de ne pas s'être assez bien protégés et de ne plus pouvoir assumer leurs fonctions. C'est une faute. N'y aurait-il pas au cœur de cette réaction la nostalgie d'un corps royal, ou du moins d'un corps surhumain, le corps immortel de l'élu, avec un petit E ou un grand E? Nous sommes tout d'un coup déçus que le chef qu'on admirait ou qu'on détestait se révèle un simple mortel, comme nous, et nous devinons alors que nous ne pourrons pas être sauvés. L'attitude de Montaigne nous donne donc à réfléchir sur ce que nous attendons de nos responsables politiques. Qu'ils soient des êtres ordinaires, équivalents à tout à chacun, comme le sous-tend une politique vraiment démocratique, ou qu'ils soient exceptionnels et qu'ils incarnent un pouvoir qui nous dépasse. Nous voudrions jouer sur les deux tableaux, qu'ils restent au milieu de nous, mais qu'ils soient au-dessus de nous, qu'ils touchent les malades, mais qu'ils n'attrapent pas la maladie. La morale du responsable politique avec Montaigne est décevante, volontairement décevante. Ce n'est pas forcément un défaut. Si nous sommes déçus, c'est que nous avons trop espéré, beaucoup trop espéré. Cette morale minimale, selon Montaigne, suppose d'accepter la réalité parfois immorale de la politique, sans jamais s'y résoudre de bon cœur. Au nom du bien de la cité, le responsable politique peut agir immoralement, mais il doit en être conscient et le faire à son corps et à son esprit défendant. Montaigne n'est pas Machiavel. Renoncer au bien ne conduit pas à accepter les moyens les plus immoraux pour arriver à ses fins. Il s'agit plutôt de limiter le plus possible les actions immorales, c'est-à-dire d'arriver à un moindre mal. Montaigne lui-même est un homme déçu. Déçu par la politique, mais n'est-ce pas le destin de la politique que de décevoir, de n'être jamais à la hauteur de ce que nous espérons? Déçu par la politique et aussi par lui-même, au point qu'il ne s'est pas expliqué sur sa fuite de Bordeaux pendant la peste. Lorsque nous lisons cet essai de Montaigne, de ménager sa volonté, en apparence plein d'une belle sagesse à l'égard de la politique, nous ne devrions pas, cependant, oublier qu'il a été écrit après sa mandature de maire, et non pendant, et non avant. Il n'est donc pas l'énoncé de principes moraux ni un programme de bonne conduite. Au contraire, il est animé par une grande déception, et même de l'amertume. Pour écouter cela, il faut le lire avec nos oreilles, ne pas nous en tenir au sens explicite. Montaigne ne joue plus aucun rôle diplomatique. Il a échoué, il est sur la touche, en fin de parcours. Je le cite, « Il n'est plus temps de devenir autre ». Et il laisse à d'autres précisément le commerce du monde. On devrait toujours interroger la motivation psychique des textes philosophiques. L'envers de ce bel essai moral sur la politique, et le bilan de 4 années à la mairie de Bordeaux, est animé au fond par le constat de l'impuissance. Devant les guerres de religion, devant l'égocentrisme des rois, comme devant l'épidémie, Montaigne fut impuissant. Et il ne put même pas contrôler sa peur devant la peste. Souvenons-nous pourtant du fameux essai « Que philosopher, c'est apprendre à mourir » dans le livre 1. Montaigne y proclamait qu'il fallait se tenir toujours prêt, attendre la mort au tournant, y penser à chaque instant pour ne jamais être déstabilisé. Il se présentait en fier stoïcien. Je le cite, « Jamais homme ne se prépara à quitter le monde plus purement et pleinement, et ne s'en déprit plus universellement que je m'attends de le faire. » Et puis, une quinzaine d'années plus tard, Montaigne a des doutes. Il a d'ailleurs constaté que les paysans autour de son château meurent très dignement, alors qu'ils n'ont jamais lu une ligne de Sénèque. Le philosophe en rabat sur sa prétention d'affronter la mort avec courage. Et de fait, lorsqu'elle se présente sous la forme de la peste, il a peur et il fuit. Réaction typique de l'humaine condition, non? Cela ne vaut pas qu'on accable Montaigne 4 siècles plus tard. La peste soit des donneurs de leçons.